Sur la première, 7h39, le journal du matin. Nous sommes donc le 26 décembre, lendemain de Noël, lendemain de la naissance du Christ. On va se poser la question ce matin. Jésus était-il un bon manager? Bonjour Maxime Morand. Bonjour Simon Batté-Doré. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h dans notre studio de Genève. On vous en remercie. Vous avez tour à tour, on rappelle votre parcours brièvement, été moine, prêtre formateur, prêtre en ministère, avant de vous marier, de fonder une famille, d'exercer de hautes responsabilités en ressources humaines dans le domaine bancaire. Vous êtes consultant en ressources humaines actuellement. Alors Jésus, celui dont on parle, celui dont la parole et l'action sont commentées depuis 2 millénaires, était-il un bon leader? C'est une question qui découle de l'ouvrage que vous avez fait paraître cet automne, Maxime Morand, aux éditions Favre, Petit guide du leadership provocateur selon Jésus-Christ. Vous avez repris les récits de l'Évangile, vous avez repris le Nouveau Testament pour voir ce dont pouvaient s'inspirer ceux qui avaient la responsabilité de diriger des hommes. Et les exemples ne manquent pas. On peut parler du pape, pourquoi pas, le pape François, on l'évoquera dans un instant, d'autres leaders. Au fond, pourquoi se replonger dans la parole du Christ et dans les Évangiles pour y trouver des enseignements de leadership? Est-ce que les leaders d'aujourd'hui sont mal conseillés, Maxime Morand? Il faut dire qu'en 25 ans, j'ai eu l'occasion de subir ou d'enseigner plusieurs modes de management et de leadership. Et je me suis dit finalement, c'est quoi l'essentiel? Et je suis retourné au fond à des textes que j'avais travaillés durant ma jeunesse. Et finalement, je suis allé retrouver peut-être des paroles qui vibrent encore depuis 2000 ans. Et donc, j'ai voulu à la fois apporter à des collègues une parole qu'ils connaissent qu'à demi, et en même temps aux personnes qui ont des responsabilités de leadership, y compris dans l'Église, d'avoir un nouveau regard sur le leadership aujourd'hui et non plus à la mode anglo-saxonne. Ah voilà, vous voulez en terminer avec cette mode anglo-saxonne de leadership. Il y a tous ces vieux manuels écornés, mais qui ne sont pas si vieux. Ça a quoi, 10, 15 ans? C'est ce qu'on appelle, ce que vous appelez la direction par objectif, le management par objectif. C'est ça que vous voulez combattre aujourd'hui? Oui, j'aimerais combattre le mot objectif parce que ça veut dire jeter devant. Et on jette devant une hypothèse et on doit justifier tout le temps pourquoi on est dans l'hypothèse ou pas dans l'hypothèse. Et cela fait souffrir beaucoup de monde dans le monde du travail parce qu'au fond, chacun observe chacun, étant donné que les objectifs maintenant sont devenus des objectifs individuel. Donc le collectif a été cancérisé par une direction par objectif individuel. Et aujourd'hui, il nous faut retrouver une autre dimension qui est peut-être celle de la solidarité. Jésus-Christ parlerait de fraternité, dans la mesure où nous pouvons réussir non seulement tout seul ou échouer tout seul, mais on peut réussir ensemble. Ça, c'est la fin des bonus, vous qui avez évolué dans les hautes sphères bancaires privées genevoises, Maxime Morand. Revenir au collectif, c'est la fin de la prime individuelle? Alors, il faudrait avoir une rémunération qui soit à plusieurs étages. Il faudrait d'abord avoir une rémunération qui puisse satisfaire justement le collectif. On travaille pour une institution, une administration, une maison, une usine. Et finalement, on reçoit, j'allais dire, la même enveloppe ensemble. Certes, on peut avoir aussi une dimension individuelle, parce que nous ne sommes pas égaux devant la compétence et devant l'engagement. Mais il faudrait au moins un étage qui puisse, dans la rémunération, faire la signature que nous travaillons en commun. Et cet étage, est-ce qu'il existe dans nos entreprises aujourd'hui, dans les entreprises suisses par exemple, dans les banques suisses, pourquoi pas, puisque c'est là que vous avez évolué ces 20-25 dernières années. Est-ce que cet étage existe? Alors il existe notamment dans la tradition des banquiers privés genevois, jusqu'à la société anonyme qui a commencé il y a une petite année, eh bien il y avait un point. La valeur d'un point, eh bien, elle était égale qu'on soit à Tokyo ou à Montréal ou à Zurich, à Lausanne ou à Genève. Et au fond, qu'on soit dans un back-office ou dans un front-office, dans les différents métiers, tout le monde touchait un point avec la même valeur. Le nombre de points n'était pas toujours le même, bien sûr. Et on a envie de se demander aussi ce qui a le vrai pouvoir dans une entreprise. Est-ce que c'est celui qui influe les autres, qui est peut-être parfois l'homme de l'ombre, ou celui qui dirige en pleine lumière? Parce que c'est aussi de ça dont traite votre ouvrage. Le Christ, évidemment, était en pleine lumière avant d'être trahi. C'est quoi le pouvoir? J'ai envie de vous poser la question comme ça, Maxime Morand. Le pouvoir pour Jésus, c'est deux choses qui le caractérisent. Il y a un mot assez extraordinaire qui est le mot exousia. Quand on parle de Jésus, on dit qu'il a une autorité qui n'est pas celle des autres. Et cette autorité est caractérisée par un rayonnement. Puis le deuxième mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour caractériser le pouvoir de Jésus, c'est dynamais, la dynamique, la mise en œuvre. Donc le pouvoir n'a pas une connotation de dominance
ou j'allais dire de coercition. Mais dans le Nouveau Testament, le pouvoir a cette notion de rayonnement au sens de fabrication d'une énergie forte qui doit se décliner dans une mise en œuvre dynamique. Ce dynamisme, vous le sentez chez des leaders d'aujourd'hui, que ce soit des chefs d'entreprise ou des politiques peut-être. La dynamique, c'est aussi celui qui augmente la capacité chez l'autre à prendre des décisions par lui-même. C'est pas celui qui impose quelque chose. Vous citeriez qui comme exemple là, le pape peut-être, François, Maxime Moran ou quelqu'un d'autre? C'est intéressant d'observer le pape François parce qu'au fond, lui, il occupe un rôle prééminent. Oui, qu'on lui a confié. Oui. Qu'on lui a confié par mode d'élection. Mais en même temps, il ne remplit pas vraiment le rôle. C'est intéressant, c'est qu'au fond, il a refusé d'entrer dans les appartements pontificaux. C'est lui-même qui va prendre son plateau repas dans la maison Sainte-Marthe. C'est lui qui tire son café par lui-même. Donc, il ne joue pas au pape. Il invente un autre rôle, peut-être. Peut-être qu'il est en train de prouver que l'existence est plus importante que le rôle. Et vraisemblablement, il y a un dialogue à avoir sur la notion de pouvoir. C'est soit j'occupe un rôle, comme dirait Dreverman, pour économiser mes angoisses d'avoir à vivre par moi-même, ou alors j'ose exister. Et au fond, François, tel qu'on peut l'observer à distance, pour moi en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le rôle tout en faisant exploser un peu le rôle pour pouvoir révéler qu'il y a un existant, une figure, lui-même, François, avec ses opinions, avec son envie finalement de redistribuer le pouvoir autrement. Il a cité, j'allais dire au fond, à Matthieu dans ce que serait de mauvais leader. Il a dit ça avant le synode avec les évêques en disant c'est quoi un mauvais leader ? Eh bien, vous avez au chapitre 12 de mon bouquin un petit peu cette interprétation. Un mauvais leader, c'est d'abord quelqu'un qui parle, mais au fond, ses actes ne correspondent pas à ce qu'ils disent. On dit beaucoup ça des hommes politiques, des gens qui font des promesses et qui ensuite ne les tiennent pas, Maxime Moran. Oui, alors le pire encore, c'est qu'ils font porter des fardeaux aux autres qu'ils ne remueraient pas du petit doigt, nous dit en Matthieu 23. Donc, franchement, là, il y a quelque chose au fond où le pouvoir pèse sur autrui indûment, quelquefois. Alors, ce qui est assez intéressant, parce qu'on parle du pape François, qui ne joue pas le rôle que les papes jouent d'habitude ou qui s'en invente un autre. Il a aussi fait parler de lui avec des termes assez verts employés il y a quelques jours. Il a tensé récemment la curie, le pape François, et les cardinaux. Il a parlé, en s'adressant à eux, d'Alzheimer spirituel, de schizophrénie existentielle. Là, de nouveau, on est dans l'existence. Pétrification mentale, terrorisme du bavardage. Il rappelle que le peuple de Dieu, ça c'est toujours François qui s'exprime, veut des pasteurs et pas des fonctionnaires, des clercs d'État. Ça rappelle un peu les fonctionnaires de Dieu de Dreverman que vous citiez à l'instant, Eugen Dreverman, théologien allemand. Là, qu'est-ce qui lui prend au pape là ? À quoi il joue, si j'ose dire ? Il joue pas parce qu'au fond, le pape c'est un jésuite, on l'oublie souvent, et au fond, cet ordre religieux est caractérisé par les exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Et au fond, il y a souvent, j'allais dire, une sorte de remise en cause de soi-même et de sa communauté. Et ce qu'il a fait, au fond, c'est un exercice très jésuite. Il a, au fond, assaini, j'allais dire, les personnes qui lui sont confiées, en leur donnant, au fond, une mission de regarder comment il fonctionne et de le regarder vraiment. Donc cet aspect critique qui fait partie au fond du style de François, c'est un style qui revient depuis très loin, j'allais dire, dans l'histoire de la compagnie de Jésus. Et au fond, on pourrait peut-être s'inspirer dans les modes de leadership actuels en se disant, mais au fond, est-ce qu'on ose critiquer au fond son propre fonctionnement en tant que leader ou voir la collectivité des leaders, comment est-ce qu'on ose affronter, confronter des pratiques qui pourraient être différentes. C'est un bon manager, le pape François, selon ces critères-là, Maxime Moran ? Bon, on sent que c'est quelqu'un qui est quand même connecté avec lui-même, qui est connecté avec la parole
de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est connecté avec la fraternité, mais c'est un caractère aussi. Au fond, je pense que c'est quelqu'un qui a eu une existence forte et qui fait partager cette force, ne serait-ce que parce que son âge, sa sagesse, sa rudesse par certains côtés, son côté un petit peu rusé, dit-il lui-même, lui permet au fond de bousculer, j'allais dire, l'ordre de la curie qui finalement a souvent enfermé les papes dans un fonctionnement, j'allais dire, quasi-impérial. Oui, quasi impérial, effectivement. On juge un manager peut-être aussi par les résultats de son équipe. Est-ce que là, il va faire bouger les lignes, le pape François, en tensant autant, en braquant, parce que c'est le terme, autant la curie? Est-ce qu'au fond, il ne va pas se produire un effet inverse de ce qu'il souhaite? C'est l'histoire qui va nous le dire, mais au fond, il procède un peu comme son maître, Jésus-Christ, notre maître, par certains côtés. C'est un provocateur au sens précis du terme. C'est quelqu'un qui fait bouger les lignes. Au fond, quand on relit les textes qui sont attribués à Jésus-Christ dans les récits ou dans les paraboles, les péricopes qu'il prononce, on sent qu'il ne donne pas une doctrine toute finie, mais il veut faire bouger les lignes. Il veut nous faire voir autrement. Il dit par exemple des choses assez fondamentales. Il dit que personne ne se fasse appeler père, donc que personne ne se fasse appeler pape, parce que vous n'avez qu'un seul père, votre créateur. Ça veut dire au fond, personne n'a le pouvoir si ce n'est par celui qui nous a donné la vie. Et au fond, le pouvoir n'est que le prolongement de la vie qu'on a reçue de notre créateur, de quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Et je pense que François, et au fond, il projette le pouvoir qu'il a reçu, la vie qu'il a reçue autour de lui. Advienne ce qui pourra. Oui. Est-ce que ce type de management ou de leadership, pour utiliser deux mots français, est applicable dans le monde de l'entreprise aussi? Vous qui y avez été pendant longtemps, est-ce qu'on devrait abandonner les habits de leader d'en haut pour un peu plus de... Je ne sais pas si c'est le terme, un peu plus de latéralité, des chefs un peu plus latéraux que verticaux? Est-ce que ça va marcher, ça, dans le monde de l'entreprise, Maxime Morand? Il y a deux éléments qui sont très importants dans le domaine de l'entreprise à l'heure actuelle, c'est que les silos ont gagné sur la transversalité des entreprises. Au fond, chacun dans son centre de coûts doit pouvoir justifier notamment les coûts et les revenus. Et au fond, la transversalité d'avoir une seule marque, une culture d'entreprise, elle est combattue. Et je pense qu'au fond, le management d'aujourd'hui doit être à la fois dans la transversalité, donc avoir des attitudes communes qui permettent aux gens de grandir dans l'organisation et en même temps d'avoir le fameux principe de subsidiarité. Au fond, le vrai leader, c'est un sertisseur de compétences qui lui sont confiées. Et vous en connaissez quelques-uns de ces leaders-là? Vous en avez rencontré quelques-uns? Oui, j'en ai rencontré quelques-uns, ils sont cités au début du livre. J'ai rencontré des personnes qui finalement sont, on va encore utiliser un mot anglais, qui sont grounded. Ancrés dans le sol. Ancrés dans le sol, qui sont humbles, au sens de humus, proches de la réalité. C'est des gens qui existent par eux-mêmes et à leur contact, on devient plus nous-mêmes. Et j'ai eu la chance de côtoyer des personnes qui, par leur management du temps notamment, en offrant vraiment du temps à disposition des personnes qui leur sont confiées, ont permis à d'autres personnes de grandir et de devenir des leaders à leur tour. Les grands leaders politiques, on les connaît, on en parle quasiment tous les jours sur cette antenne. François Hollande, Angela Merkel, Barack Obama, Didier Burkhalter, qui s'est beaucoup illustré aussi en 2014, Vladimir Poutine. Voilà, c'est une liste à la Prévert, il n'y a que des hommes. On peut citer Doris Leuthard aussi, Hillary Clinton, etc. Qui sont les bons, qui sont les mauvais selon les principes que vous nous exposez là, Maxime Morand? C'est difficile de faire un tri parce qu'au fond, chacun est acteur et leader de sa propre vie en son âme et conscience. Mais quelque part, il y a dans le leadership un potentiel de toxicité qui est très élevé. Et je peux imaginer que, notamment, si on regarde le pays voisin, le fait d'avoir des politiciens qui sont des professionnels de la politique, qui ont pratiquement fait dans leur vie que cela. Vous parlez de la France, évidemment. Exactement. Peut-être qu'il y a une tendance helvético-genevoise qui pourrait aller dans le même sens, mais dans le sens où, au fond, quelqu'un devient un professionnel de la politique. Donc, au fond, son leadership n'est pas représentatif de la délégation que le peuple lui donne. C'est un plaidoyer pour la milice. C'est un plaidoyer pour la milice, réellement. Et je pense que notre pays a la chance de bénéficier d'un esprit milicien. Et la grande peur, c'est que les politiciens
politique, au fond, transforme cette milice en professionnalisme. Ce qui serait très toxique pour notre pays, peut-être. On a cité beaucoup d'hommes, quelques femmes. En matière de leadership, question que je pose aux consultants en ressources humaines, est-ce que les femmes font différemment des hommes ? C'est très intéressant, c'est que le management de demain matin sera peut-être explosé. Si vous lisez Petite Poussette de Michel Serres, il dit que l'iceberg du monde du travail est en train de tourner sous nos yeux. Et peut-être que le management de demain matin va appeler des qualités que je vais appeler celles d'Hermès, qui ressemblent à Jésus-Christ par certains côtés. Ce style où, au fond, la parole et la communication, puisqu'Hermès est le dieu de la communication, permettent, au fond, de relier les caractères entre eux. Et le fait d'être la femme du lien, l'homme du lien, va faire que peut-être les personnes au féminin seront plus douées pour sertir les compétences que pour dominer. Au fond, Hermès n'a pas de place dans l'Olympe. Comme Jésus, au fond, Jésus, il est toujours sur les chemins et sur les places du marché. Il n'a pas de vrai lieu. Il va de temps en temps au temple, prêcher devant le temple. Il va dormir au jardin des Oliviers. Au fond, il n'a pas de place précise. Il est tout le temps en chemin. Et être en chemin, ce sera peut-être le style de leadership de demain matin. Je pense que les femmes sont plus douées de ne pas avoir de territoire et d'être sur les chemins pour tisser des liens entre les personnes. Oui, sertir les liens entre les gens, vous dites, ça c'est l'avenir que nous réservent les femmes. Donc en gros, ce que vous appelez de vos voeux à travers ce livre et tout ce qu'on dit, c'est le pouvoir des femmes dans tous les domaines. Une femme pape, on a déjà vu ça avec la papesse Jeanne, ça pourra peut-être remarcher un jour. Et puis, cette notion aussi de bonheur et de plaisir, ça c'est peut-être là-dessus qu'on va terminer avec vous, Maxime Morand. Dans les années 80-90, on s'est mis à revendiquer le bonheur au travail. C'était presque, on décrétait le bonheur par en haut. Est-ce qu'il faut vraiment promettre ça aux travailleurs et aux employés, ou est-ce que c'est un parfait miroir aux alouettes ? Bon, c'est très dangereux parce que finalement, si vous placez la barre à 4000 mètres d'altitude dans les neiges bleues éternelles de l'idéal et du bonheur au travail, eh bien, vous allez frustrer beaucoup de personnes parce que même si les personnes arrivent à 3000 mètres d'altitude, eh bien, elles vont dire qu'il manque 1000. Donc, au fond, de promettre le bonheur au travail, le mot tripalium veut dire instrument d'entrave, eh bien, et c'est aussi une punition dans la Bible, le travail, même si on peut en faire une œuvre, mais par certains côtés, de promettre le bonheur au travail, c'est engendré par effet collatéral de la souffrance, parce que si le bonheur n'est pas là, bien les personnes vont souffrir. Donc le mauvais leader, c'est aussi celui qui promet du bonheur à ses employés, alors qu'il y aura aussi beaucoup de souffrance. C'est un faux semblant, ça. Ça pourrait être un faux semblant. Il ne faut pas promettre de la souffrance et des larmes. On n'est pas Churchill au travail, mais on doit quand même dire qu'il y a une peine, il y a un investissement, il y a des astuces à mettre en place, il y a des solutions à trouver en commun, et donc il y a un effort au sens positif du terme, quelque chose qui va permettre de créer, d'aboutir, peut-être des fois dans la difficulté, sur des choses qui permettent à l'homme de grandir, d'aller plus loin et de créer quelque chose qui soit pour le bien de tous. Je ne vous ai pas franchement posé la question au début, mais c'était l'entame de cette discussion. Est-ce que Jésus était un bon manager, Maxime Morand ? Ça devait être quelqu'un d'assez difficile parce qu'à la fois très doux et en même temps très exigeant, quelqu'un qui est un petit peu à distance. On l'observe sur le chemin, il est devant, il est derrière, et en même temps il interroge assez fortement. Je pense que c'est quelqu'un qui était... j'allais dire, celui qui avait le vrai adage « Wer fragt, führt ». Celui qui pose des questions conduit. Et lui, il a posé de vraies questions. À nous d'apporter des réponses. On en a eu quelques-unes avec vous. Merci infiniment, Maxime Morand, d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Petit guide du leadership provoque acteur. Il y a donc évidemment un jeu de mots selon Jésus-Christ. C'est paru chez Favre il y a quelques semaines. On peut encore se souhaiter, même si c'est un jour après, un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année, Maxime Morand. Merci. Joyeux Noël à tous.